Bonjour à toutes et tous, à nouveau. On est ravis d'animer ce webinaire ce matin. Donc, je suis Christophe Tourelle, juriste en droit social au sein d'FCN, accompagné de Sarah Rogissard et Mélanie Brita, toutes les deux juristes consultantes en droit social également avec moi. Et donc, nous allons vous présenter aujourd'hui un webinaire qui a pour but de faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a appelé les mesures sociales en faveur du pouvoir d'achat. Un petit webinaire d'1 heure. Le but, c'était effectivement d'être synthétique. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de nous poser vos questions au terme de chaque thème que nous allons aborder. N'hésitez pas à utiliser le chat. Moi, on essaiera de répondre soit en direct, soit quoi qu'il arrive. Dans le fil, s'il y a beaucoup de questions, on y répondra, même si c'est après le webinaire, on y répondra, ça quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Le but, c'est de faire un tour d'horizon, d'être le plus complet possible, mais en 1 heure, bien évidemment, il y a beaucoup à dire, donc on essaiera d'être quand même synthétique. On abordera aussi quelques thèmes d'actualité au 1er janvier 2023, et puis outils de fidélisation, ça va dans le sens des mesures sociales, puisque le thème de ce webinaire, c'est plutôt d'aborder les façons de récompenser les salariés, de fidéliser les salariés, de conserver ces salariés ou d'attirer les salariés dans votre entreprise pour justement, sans que ça coûte non plus trop cher en charge. Donc là, on est plus sur des mesures incitatives et intéressantes d'un point de vue charge et impôt. Voilà. Mais pas que. Donc, on va revenir dans un premier temps sur les mesures qui avaient été édictées par 2 lois du 16 août 2022, hein, une loi en faveur du pouvoir d'achat et une loi de finances rectificative, qui avaient donné un certain nombre de mesures, soit qui existaient déjà, soit qui étaient réactualisées ou créées, avec un certain nombre de mesures incitatives. On avait publié une note d'information au mois de septembre, sachant que ces mesures allaient être mises en œuvre dans le temps. Avec le recul, on a quand même pas mal de questions qui se sont posées, on va le voir sur la prime de partage de la valeur en particulier, et qui méritaient, et des précisions qui ont été apportées aussi par l'administration, et ça méritait effectivement qu'on revienne dessus, puisque ce sont, on va dire, les mesures phares en faveur du pouvoir d'achat, telles qu'elles existent et telles qu'elles ont été mises en place. Donc, on va commencer par la prime de partage de la valeur, et je vais laisser la parole à Sarah sur cette première partie. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à réserver vos questions sur la fin de cette partie sur la prime de partage de la valeur lorsque Sarah et Mélanie vous auront fait cette présentation. On pourra bien évidemment échanger à ce moment-là. Ah bah attends, là ça marche, à mon avis, c'était pas commencé, c'est pour ça. Je te laisse. Il fallait penser à couper les micros. Merci. La slide, j'ai passé. Ah bon, bah, c'est bien. Avec la flèche sur ton clavier, sinon. Je suis sur le truc. La slide ne passe pas, pour des raisons que j'ignore. Si tu veux retirer le document. Avec le partage de documents et on Oui. réinsère le document. Alors, on va juste arrêter le partage de documents et le refaire. On va faire ça. On est passé brièvement sur la diapositive numéro 4. Il y a peut-être un petit temps de latence vu le nombre de personnes connectées. Nous, on ne voit pas en fait. Gros temps de latence alors. Ouais. Nous, on est encore sur la slide 2 en fait. Là, vous voyez la slide, la numéro 3. Ça marque 3 sur 19, actualité des mesures sociales. Et là, ça passe sur la 4. On revient sur la 2. Ouais, en fait, j'ai pas la même présentation. Là, vous avez la 3. Oui. Non, la 2. On va Okay, faire, on y va. on va faire sans la slide, c'est pas grave. Nous, on n'a pas la même présentation. C'est ça. Donc, on va s'intéresser à la prime PPV, prime de partage de la valeur, qui est une mesure phare de l'année 2022, digne héritière de la prime PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat,
plus communément appelée la prime Macron, à la différence que ce dispositif mis en œuvre par les lois d'août 2022 est un dispositif pérenne. Puisque, comme vous le saviez, la loi PEPA, donc la loi Macron, la prime Macron, était prévue pour une durée déterminée. Ça veut dire qu'il fallait attendre l'année suivante qu'une loi soit promulguée pour reconduire cette prime. Là, en l'occurrence, on est venu rendre cette prime pérenne de manière indéterminée. Ce qui signifie qu'on n'aura plus besoin d'attendre une nouvelle loi pour la mettre en place en 2024 ou en 2025, par exemple. Ce qui signifie également que vous allez pouvoir, au sein de votre entreprise, mettre une prime à durée indéterminée, la verser chaque année, ou alors décider de la verser que sur une seule année, sur 2 années, comme vous le souhaitez. Même s'il est tentant de mettre en place une prime de manière indéterminée pour éviter à rédiger de nouvelles DUE ou de nouveaux accords, nous tenons quand même à vous alerter sur les conséquences de cette prime à durée indéterminée. Pourquoi? Parce que si vous mettez en place une prime déterminée, par exemple sur l'année 2023, ça vous laissera l'opportunité de vérifier s'il est utile ou envisageable de verser une seconde prime, par exemple, en 2024. Or, si vous la mettez en place pour une durée indéterminée, vous serez donc obligé de la verser en 2024, en 2025, même si votre trésorerie ne vous le permet pas. Et si vous souhaitez donc revenir en arrière et supprimer cet avantage accordé à votre salarié, il faudra que vous passiez par une dénonciation d'usage. Ce qui signifie qu'on doit passer par une procédure, on doit informer le salarié, éventuellement le CSE s'il existe, et vous devrez respecter un délai de prévenance qui peut être un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle nous conseillons aux clients de partir sur une prime qui sera éventuellement remise chaque année. L'intérêt aussi, c'est de se dire que le salarié, si vous mettez en place quelque chose de pérenne, qui se renouvelle chaque année, j'ai envie de dire, la logique, on va dire, psychologique humaine, c'est de se dire, c'est un acquis, finalement, c'est pas du plus. Alors que le fait de le remettre sur la table tous les ans, ça permet aussi de rebattre les cartes. C'est pas un acquis. Chaque année, effectivement, c'est justifié aussi par un résultat de l'entreprise, ou en tout cas une performance de l'entreprise qui permet de mériter cette prime. Si on installe un dispositif pérenne, c'est plus compliqué après d'avoir ce levier pour intéresser vos salariés ou récompenser vos salariés. Et on pourra également, par exemple, modifier le montant plus facilement ou les modalités de versement. On verra plus tard. Donc, cette prime, qui est donc une prime PEPA, bénéficie d'un régime social de faveur, comme pour la prime PEPA, prime Macron d'avant, qui vous permet de ne pas payer de cotisations sociales patronales et salariales, ce qui est un avantage aussi bien pour vos salariés que pour vous, puisque cette prime est nette de cotisations sociales. À noter que le versement n'est que facultatif, rien n'oblige les entreprises à verser une telle prime, contrairement à ce qu'on a pu entendre de certaines personnes. Son montant, il est librement déterminé par l'employeur. Toujours est-il que des limites d'exonération existent, qui va nécessairement conduire à réduire le montant que sera donné aux salariés. Généralement, les employeurs se limitent à ce montant d'exonération, puisque au-delà de ce montant, elle sera soumise à cotisation sociale. Donc l'URSSAF. C'est une des innovations, effectivement, du dispositif pérenne qui a été mis en place. La limite d'exonération a été revue. Oui, c'est justement ce qu'on voit. Donc la limite d'exonération, elle est désormais portée à 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Cette exonération, pour l'instant, ne compte pour les cotisations sociales uniquement. On verra le dispositif fiscal plus tard. Et elle peut être portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile lorsque la société est couverte par un accord d'intéressement ou alors lorsqu'elle est couverte par un accord de participation, lorsque l'entreprise n'est pas obligée, n'est pas tenue de la mettre en place. Autrement dit, ça concerne les sociétés qui sont moins de 50 salariés et donc qui ne sont pas obligées de mettre en place un dispositif de participation dans leur société. Ce sont 2 exceptions qui permettent à la prime d'être portée à 6 000 €. Ce montant, il peut être accordé de manière uniforme à l'ensemble des salariés, c'est-à-dire que vous accordez la même somme
à la totalité de vos salariés, par exemple 3 000 € à l'ensemble du personnel, ou alors elle peut également être modulée, ce qui signifie que vous prévoyez d'accorder un montant et ce montant sera modulé en fonction de différents critères. Alors, Des critères. on précise quand même que 3 000 € c'est un plafond, hein. Évidemment. Mais bon, on peut Pas très bien mettre d'obligation de verser 3 000 €. Hein. C'est pour ça que j'ai dit exemple. Voilà. Effectivement. On insiste sur des choses, en fait, on insiste effectivement sur des choses que vous devez entendre et qu'on entend quelquefois. Effectivement, Sarah l'a précisé tout à l'heure, mais si la prime Macron ou la prime PPV, c'est obligatoire parce que moi, ma conjointe, elle en a une dans l'entreprise, pourquoi j'en ai pas? Non, c'est pas obligatoire. Et effectivement, les 3 000 €, c'est qu'un plafond. C'est bien évidemment, vous avez le choix de verser ou pas, et si vous versez, du montant, bien évidemment. Exactement. Donc, les critères de modulation sont énumérés limitativement par le législateur, ce qui signifie qu'on ne peut pas moduler en fonction d'autres critères. À défaut, eh bien, les primes pourraient être redressées par l'URSSAF et donc vous seriez peut-être obligé de payer des cotisations sociales dessus. Ces critères, eh bien, ils existaient déjà sous l'empire de la prime PEPA, qui sont donc la rémunération sur les 12 derniers mois, le niveau de classification, la durée de présence effective du salarié, la durée contractuelle, et un nouveau critère a été ajouté avec la prime PPV, c'est le critère de l'ancienneté, qui a été beaucoup demandé sur les primes PEPA. On pouvait, bien entendu, mettre en place les années précédentes. Désormais, c'est chose possible avec la PPV. S'ajoute à cela que cette prime peut désormais, et ça a été précisé par l'instruction de l'URSSAF, elle peut désormais être versée en plusieurs fois, dans la limite de 4 fois par an, à raison d'1 fois tous les trimestres. Sur la prime PPV, ce n'était pas nécessairement indiqué, même si on pouvait le pratiquer, ce n'était pas clairement indiqué par l'URSSAF. Là, désormais, c'est réglementé. Pour bénéficier donc de cette exonération, vous avez 2 possibilités. Soit vous passez par l'accord d'entreprise, ce sera un accord qui sera soit conclu avec un délégué syndical, soit avec un membre du CSE qui sera donc ratifié à la majorité des salariés, ou alors par référendum qui sera ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Sinon, vous avez une seconde possibilité, c'est de passer par la DUE, donc la décision unilatérale de l'employeur, après consultation du CSE. À noter que si vous passez par l'accord, vous serez donc obligé de respecter les obligations de publicité d'un accord d'intéressement, ce qui signifie qu'elles devront être déposées à la DRITS et sur la plateforme Téléaccord. Je fais le lien avec une question qui a été posée par Mme Delac. Si la prime PPV est applicable aux associations loi 1901 et si le résultat est négatif, la réponse est oui, parce que, encore une fois, ce n'est pas un accord d'intéressement. C'est l'avantage aussi, justement, de ne pas avoir à justifier, contrairement à un accord d'intéressement où on ne peut pas distribuer un résultat qu'on n'a pas. Effectivement, là, il n'y a pas de notion de performance. Si l'employeur décide de verser une prime PPV, bien évidemment, il peut le faire. Alors après, bien évidemment, hein, si on donne plus que ce qu'on a, ça peut créer d'autres soucis. Mais d'un point de vue purement juridique, on n'est pas censé aller vérifier que les comptes de la société permettent de les verser ou pas. Voilà. Pour revenir donc à la DUE, celle-ci n'est pas soumise aux obligations de publicité de l'accord, comme on a pu le voir précédemment. Toujours est-il qu'il est nécessaire de consulter le CSE. Ça, c'est une nouveauté de 2022, puisqu'en fait, la prime PEPA ne demandait que l'information du CSE. Il nous suffisait d'informer le CSE du versement de la PPV et de la PEPA à l'époque, et donc les conditions étaient respectées. Désormais, il est nécessaire de consulter le CSE, ce qui signifie que vous devez demander l'accord du CSE qui doit vous répondre, qui doit donner un accord favorable ou défavorable à la prime, même si en réalité, cette mesure est plutôt bien accueillie par le CSE en principe. Toujours est-il que les sociétés qui auraient un effectif qui serait donc inférieur à 11 salariés, donc qui ne seraient pas soumis à cette obligation de représentation du personnel, doivent informer leurs salariés par tout moyen de la mise en place du versement de cette prime PPV. Ainsi, ce qu'on conseille à nos clients, généralement, c'est de faire une liste d'émargements qui seront donc signés par chaque salarié pour avoir un élément de preuve à démontrer à l'URSSAF que l'information a été effectivement faite auprès des salariés. Lorsqu'on a une société
qui est au-delà de 11 salariés, donc qui a une obligation de mettre en place le CSE, mais qui est couverte par une carence, on préfère et on conseille toujours aux employeurs de procéder également par cette feuille d'émargement pour démontrer qu'effectivement, ils ont été prévenus. Ce n'est pas une qui a été imposée. T'entends plus, Sarah. Enfin, on va s'intéresser aux conditions d'exonération aussi bien sociales. C'est revenu, c'est bon. Il y a eu C'est une bon, petite ça coupure, fonctionne mais c'est bon, c'est revenu. Ouais, N'hésitez c'est pas bon. à nous dire, hein, effectivement. Désolé. Désolée. Donc là, on va s'intéresser aux conditions d'exonération fiscale et sociale dans le détail, à savoir que pour l'année 2022, 2023, etc., les conditions d'exonération de charges sociales, j'entends, patronales et salariales, seront totalement exonérées, quels que soient les salariés, lorsque vous ne dépassez pas ces montants de 3 000 et 6 000 euros. Ça ne sera pas le cas pour le régime fiscal de faveur, puisqu'il est possible de pouvoir bénéficier d'un régime fiscal de faveur dans certaines conditions qui sont un peu plus restrictives. J'entends par régime de faveur le fait d'être exonéré de CSG, CRDS, qui est un impôt, et d'impôt sur le revenu. Et là, ça ne concerne uniquement que les personnes pour 2022 et 2023, j'entends, que pour les salariés qui disposeraient d'une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Si vous êtes un salarié et que vous touchez plus que ce seuil, eh bien, cette prime sera intégralement soumise à CSG, CRDS et à impôt sur le revenu. À noter que ce régime de faveur accordé donc aux salariés bénéficiant d'une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC ne s'applique plus pour les années 2024 et suivantes, puisque désormais, toute prime PPV accordée à compter du 1er janvier 2024 sera soumise à CSG, CRDS et à impôt sur le revenu. À noter que pour les sociétés qui auraient donc un effectif supérieur à 250 salariés, pour l'année 2022, si elle est versée à des personnes qui ont une rémunération supérieure à 3 fois le SMIC, eh bien, elles sont soumises au forfait social de 20%. On vous a mis un petit tableau récapitulatif. On a mis le tableau qui est beaucoup plus clair. Qui permet, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, et ce qui permet aussi d'avoir une réflexion stratégique en vous disant que, vous l'avez compris, c'est un versement par année civile. 2023, c'est la dernière année où il y aura une exode totale fiscale et de CSG pour l'ensemble des salariés, et en particulier pour ceux qui gagnent moins de 3 fois le SMIC. Donc, attention à ne pas se louper à dire je verse la prime PPV en janvier, parce qu'en janvier 2024, quand elle sera versée, elle sera soumise à impôt et à CSG, pour tout le monde. Donc, d'où l'intérêt de verser, effectivement, si vous souhaitez la verser en 2023, au cours de l'année 2023, mais aussi, on l'a dit, c'est un acte juridique par année civile, c'est un versement par année civile, éventuellement en plusieurs fois. Donc, attention à cet aspect-là. On va revenir sur un point qui a été évoqué précédemment par Sarah et faire un focus un petit peu plus détaillé sur les fameux critères de modulation. Donc, pour rappel, Sarah les a exposés précédemment. Les critères de modulation, il en existe 5. Il y a donc la rémunération, la classification, la durée du travail, la présence effective et le nouveau critère, l'ancienneté. Ces critères de modulation, et là c'est très important de le rappeler, comme ils portent bien leur nom, ce sont des critères de modulation et non des critères d'exclusion. C'est-à-dire que je peux verser une prime, comme l'a dit précédemment Sarah, la même prime à tout le monde, comme je peux verser une prime et la moduler selon ces critères, mais encore une fois, on parle bien de modulation, c'est-à-dire que le critère n'a pas vocation à exclure un salarié du bénéfice de la prime. Donc, ce qu'on voulait surtout voir avec vous au niveau de cette slide et au niveau des éléments qu'on va vous communiquer, c'est que en soi, on nous expose des critères, on nous a rajouté un critère. Pour autant, on va vite se rendre compte que ce n'est pas toujours si simple en pratique d'appliquer ces critères, et ne serait-ce qu'à la lecture des textes qui sont mis à notre disposition.
Donc, effectivement, dans un premier temps, si on étudie déjà les textes législatifs, donc la loi, on vient nous dire que pour le critère du durée de présence effective et uniquement pour ce critère, il convient d'apprécier ce critère en vérifiant les 12 derniers mois qui précèdent la date de versement de la prime. Donc, au niveau de la loi, elle vous fixe juste cette période de vérification sur les 12 derniers mois pour le critère de présence effective. Alors, en plus de la loi, on a une instruction ministérielle qui, bien souvent, pour que les choses soient simples, apparaît du moins ultérieurement, donc beaucoup plus tard que la loi, et ce qui fait qu'entre deux, nécessairement, les clients qui sont déjà en attente parfois avant la promulgation de la loi ont déjà mis en place des DU, des accords et versé des PPV. On a cette instruction ministérielle qui a été intégrée au BOSS, donc le BOSS, bulletin officiel de la sécurité sociale, qui, on le rappelle, est opposable à l'administration depuis le 1er avril 2021. Lui vient nous dire que cette période de vérification, cette appréciation sur les 12 derniers mois qui précèdent la date de versement de la prime, elle s'applique pour l'ensemble des critères. Donc la loi nous dit, OK, je vérifie sur les 12 derniers mois qui précèdent la date de versement de la prime, j'apprécie uniquement mon critère de présence effective sur cette période. Le BOSS, dans un premier temps, enfin ensuite du moins, vient nous dire on l'applique pour l'ensemble des critères. Mais comme ça ne s'arrête jamais là, le BOSS a évolué et a été mis à jour notamment donc, le 21 décembre 2022. Et cette fois-ci, on vient nous dire OK, on apprécie sur les 12 derniers mois qui précèdent la date de versement, mais ce n'est pas possible d'apprécier sur cette période pour 2 critères qui sont les critères d'ancienneté et de classification. Et du coup, pour ces 2 critères-là, le BOSS vient nous dire, donc à la date du 21 décembre 2022, bien entendu, qu'il faut apprécier à la date de versement de la prime. Donc là encore, entre-temps, on a bien entendu eu des employeurs, des sociétés qui ont versé des primes PPV. Et d'ailleurs, on a pu même nous-mêmes être interrogés sur qu'est-ce que je fais? Parce que autant pour l'ancienneté, on est plutôt d'accord, il nous semblait de toute façon très compliqué et difficile de faire cette vérification sur les 12 derniers mois qui précèdent la date de versement de la prime, dans le sens où on parle d'ancienneté, donc d'une globalité, c'est beaucoup plus large l'ancienneté. Donc nous, notre position, avant d'avoir ces informations issues de la mise à jour du BOSS, c'était de dire effectivement, on vous conseille de retenir soit la date de versement, soit la date de signature de l'ADU, ce qui pouvait s'apparenter notamment à ce que vous reteniez pour la condition de présence. Donc, et pour la classification, finalement, c'était possible de l'appliquer. Ça pouvait amener peut-être à avoir des proratisations si vous aviez un employé qui était passé agent de maîtrise, un agent de maîtrise passé cadre dans l'année et qu'il y avait des montants notamment qui différaient par classification, mais c'était faisable. Donc, le BOSS, depuis le 21 décembre 2022, est venu se prononcer et nous dit quant à lui qu'en tout cas, il faudrait apprécier pour ces 2 critères à la date de versement de la prime, ce qui veut dire que pour la classification, on ne se poserait plus trop de questions. Au moment où je verse ma prime, je regarde le statut de mon salarié et c'est ça qui fait foi. Un autre point aussi qui a, pour le coup, attiré notre attention et nous a relativement surpris, là encore, ce sont des notions qui ont été intégrées au moment de la mise à jour du BOSS le 21 décembre 2022. Le BOSS revient sur le critère de modulation de l'ancienneté et vient nous dire qu'il faut respecter un principe de proportionnalité dans le montant qui va être versé aux salariés. Donc, pour nous faire comprendre un petit peu la notion, il présente un exemple au sein du BOSS. Ils prennent l'exemple d'une entreprise qui verserait une prime PPV de 2 500 € et qui viendrait effectivement moduler sa prime PPV, notamment au regard du critère de l'ancienneté. Ils fixent 2 notions. Ils viennent dire les salariés qui ont moins de 10 ans d'ancienneté, je leur verse 50 €. Les salariés qui ont une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans, je leur verse 2 500 €. Et le BOSS vient nous dire que là, il y a une disproportionnalité entre les montants qui sont versés et que ça ne respecte pas l'intention du législateur. Alors, on est, nous concernant en tout cas, très surpris parce que dans la loi, donc le législateur n'a jamais marqué clairement cette volonté, effectivement, de proportionnalité entre les montants versés. C'est là tout l'enjeu, parce que souvent, on nous dit « oui, mais moi, je voudrais que ce salarié-là, il n'ait pas de prime PPV ». On dit c'est pas possible, encore une fois, on rappelle toujours critères de modulation et non pas critères d'exclusion. Par contre, et c'est important de le rappeler, à aucun moment, que ce soit l'ancien dispositif prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime Macron, ou nouveau dispositif prime PPV, à aucun moment on vient vous dire oui mais attention, vous devez au moins verser ça
ou vous devez avoir un rapport entre le plus et le moins à aucun moment. C'est-à-dire que techniquement, effectivement, vous pouvez verser 2005 à un salarié sur un critère et pour le plus bas critère, verser, je vous dis une bêtise et je vais vraiment dans les extrêmes, mais 5 €, rien ne vient vous l'interdire. Et là, effectivement, le boss, malgré tout, vient nous donner cet exemple. Donc, ça doit forcément attirer notre attention. Mais encore une fois, même si on nous donne un exemple pour nous expliquer un petit peu les choses, c'est comment en plus je vais analyser et à quelle hauteur je considère qu'il y a effectivement disproportion dans mes versements. C'est-à-dire à quel niveau je considère que oui, là c'est proportionné et là ça ne l'est plus. Donc voilà, on ne peut que vous dire attention, point de vigilance par rapport à la mise à jour du boss. Pour autant, en termes d'application, on est incapable de vous dire à quel niveau s'appliquerait cette disproportion. Et puis, effectivement, hein, de toute façon, c'est juste en cas de litige et appréciation des juges où on pourrait voir un petit peu comment ce serait considéré. Mais pour le moment, on ne peut que dire que oui, on a vu passer des U ou des accords qui, effectivement, pouvaient… alors, est-ce qu'on peut appeler ça une On n'a pas forcément d'exemple, mais c'est ce qu'on en discutait ce matin. En fait, il faut se positionner d'un point de vue juridique, c'est-à-dire la loi, elle dit un certain nombre de choses. Le boss rajoute des choses, mais c'est ce qui est opposable à l'URSSAF en cas de contrôle. Donc, c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Et même si, d'un point de vue purement juridique, cette idée de disproportion, finalement, est très peu précise hein, et très peu justifiée même juridiquement, en fait, la question, ça va être l'enjeu. C'est-à-dire, bien évidemment, s'il y a un enjeu lié à un redressement sur 25 primes de 3 000 €, là, il y a de quoi aller se battre. Maintenant, quand ça va être peu d'enjeux, on ne va pas forcément avoir intérêt à aller devant le tribunal judiciaire pour défendre la position que l'URSSAF aura eue. Donc, nous, ce qu'on incite à faire, c'est OK, il y a des arguments juridiques, mais soyez prudents dans la façon de procéder sur le versement de ces primes, notamment pour respecter, entre guillemets, une proportion cohérente et raisonnable. Voilà. Pour éviter d'attirer l'attention ou éviter le litige URSSAF qui, certes, sera défendable, mais qui pourrait coûter cher parce qu'il faudra engager une procédure. Et d'ailleurs, on peut s'étonner aussi pourquoi il soulève ce point uniquement pour le critère de modulation de l'ancienneté, parce que la question pourrait finalement se poser pour tous les critères. Objectivement, Sur la rémunération. tout à fait. Même la classification, des fois, on a des… La loi, le côté, voilà, et comme l'avait dit une de nos collègues à un moment donné quand c'était sorti, c'est bien la première fois que le boss s'intéresse à l'esprit de la loi. Effectivement, oui, on est un peu étonné de ce positionnement un peu tardif. Voilà. Après, encore une fois, il faut aller au plus simple. On l'a vu, nous on le voit hein, le plus souvent, on parlait de critères de modulation, Mélanie en parlait, la plupart du temps, nos clients, quand ils nous interrogent, ils ont bien en tête ce qu'ils veulent donner, et après on articule en fonction des critères de modulation. C'est pas comme ça qu'on devrait procéder, parce que quelquefois on n'a pas la solution, voilà. Donc il faut essayer malgré tout de trouver le bon compromis et d'utiliser un, voire deux critères, sans trop se compliquer la vie, parce que plus on va compliquer les choses, plus ça risque d'attirer l'attention. Tout principe d'exonération de charges et d'impôts est toujours attaché à un caractère collectif. Parce que normalement, on est en formation ensemble sur… Ah, oui, on en 06 oui. 04 14 27. Merci. Pensez bien à couper vos micros. Au revoir. Donc, effectivement, il faut vraiment avoir en tête que les exonérations sont liées au caractère collectif et qu'à ce titre, effectivement, plus on essaye d'aller loin pour déroger au caractère collectif, plus il y a un risque sur ça. Voilà. Et d'ailleurs, on va le voir un petit peu plus bas avec des… Là, ensuite, on a mis ça un petit peu sous forme de questions, c'est-à-dire là, on va rentrer, on va pas aller trop loin, mais un petit peu dans certaines choses qu'on a pu soulever, problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, la première, c'est du coup, quid en cas de versement sur la base du critère de la rémunération. Donc là, hein, si on reprend tout l'historique qu'on vient de vous expliquer, au niveau du critère de la rémunération, on serait donc sur une vérification qui s'appliquerait donc au regard du boss sur les 12 derniers mois qui précèdent la date de versement de la prime. Quid en cas d'absence totale du salarié sur les 12 derniers mois et application du critère de présence effective. Là encore, c'est un point sur lequel on voulait revenir dans le sens où, sur l'ancien dispositif prime Macron, l'instruction ministérielle nous disait clairement que si je verse une prime et que j'applique le critère de présence effective, donc je vérifie sur les 12 derniers mois, c'est déjà ça à l'époque, hein, si mon salarié est absent sur les 12 derniers mois,
c'est pas qu'il est exclu du bénéfice de la prime, mais la prime est nulle. Forcément, le salarié est absent sur les 12 derniers mois, donc une prime à 0. Aujourd'hui, on a constaté que dans le nouveau dispositif PPV, cette notion n'était pas reprise. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que oui ou non, on peut finalement considérer que si on applique le critère de présence effective, un salarié qui serait absent sur les 12 derniers mois ne pourrait pas bénéficier de la prime, du moins aurait une prime égale à 0. Donc, c'est clairement aujourd'hui plus aussi clair. Pour autant, nous, on continue de considérer que oui, un salarié absent sur les 12 derniers mois. Nous, les mots ont un sens. L'interprétation, c'est que si je suis absent sur les 12 mois précédents d'absence qui peuvent être déduites de la durée de présence, j'ai le droit à 1000 fois 0%. Donc, en tout cas, la prime fois 0%. Donc, il n'y a pas de raison. Et on va dire, il y a tellement de similitudes avec la prime Macron qui existait avant qu'on ne voit pas pourquoi. Mais bon, on a l'impression qu'on préserve un petit suspense là et qu'ils vont nous sortir. Voilà. Mais on a largement. Nous, nos positions semblent quand même cohérentes et justifiables. Et donc, pour rebondir un petit peu sur ce point, comme on a la chance de se voir exposer énormément de cas dans notre service, bien entendu, on va dans les problématiques assez insolites, mais elles existent. Donc, on s'est posé la question d'un salarié qui serait entré le mois de versement de la prime avec l'application d'un critère de modulation qui est celui du temps de présence. Je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Je verse une prime PPV le 30 janvier 2023 à mon personnel. J'ai un salarié qui est entré le 12 janvier 2023. Je retiens comme condition de présence la date de versement de la prime. Et j'applique comme critère de modulation le critère de présence effective. Donc, si je reprends les choses, je verse ma prime le 30 janvier, c'est ma condition de présence. J'ai un salarié parmi mes salariés qui est entré le 12 janvier. Il remplit bien la condition de présence, il est bien présent au moment du versement de la prime. J'applique un critère de modulation qui est la présence effective. Cette présence effective doit être appréciée sur les 12 derniers mois qui précèdent la date de versement de la prime, à savoir du 1er janvier 2022, dans mon cas d'espèce, au 31 décembre 2022. Or, sur cette période, le salarié en question qui est entré le 12 janvier n'est pas présent. Donc, là encore, on se retrouve un peu dans un flou. Voilà, c'est plus délicat. Oui, c'est plus délicat. Et du coup, nous, on s'est dit, pour nous, il y avait un risque effectivement à ne rien lui verser et que dans ce cas-là, on conseillerait d'appliquer un critère d'ancienneté en prévoyant que tout salarié ayant une ancienneté inférieure à 1 mois bénéficierait d'un certain montant. Alors, montant qui pourrait être bien moindre, et là, je vous renvoie bien entendu à la mise à jour du BOSS avec la disproportionnalité dont il faut quand même avoir connaissance. Donc, l'idée, ce serait de mettre un critère d'ancienneté. Le personnel qui a moins d'1 mois d'ancienneté, on lui verse quand même un petit bout de prime, comme ça on est bien. Par contre, dans ce cas d'espèce, pour nous, si on part sur ce dispositif rédigé de telle sorte, un salarié qui serait absent sur les 12 derniers mois, normalement n'aurait rien au regard du critère de présence effective, mais bénéficierait quand même d'un petit bout de prime au regard du critère d'ancienneté. Ça ne nous permettrait plus de les exclure, ça ne nous paraîtrait pas logique. Il s'agirait en fait, quand on utilise toujours utiliser le critère de la durée de présence sur les 12 mois précédents, mais de rajouter un autre critère qui permettrait malgré tout de donner quelque chose. Parce que là, pour le coup, on ne peut pas l'exclure, puisque la condition de présence, c'est soit la date de versement, soit la date de l'ADU. Il est là. Donc, mais par contre, il n'est pas là sur les 12 mois précédents. Donc là, effectivement, c'est un vide juridique. Effectivement, peut-être qu'on devrait être embauché par le ministère pour les aider à répondre à ces questions-là, parce que ça crée vraiment des vides juridiques et qui n'ont pas été résolus. Donc là, il faut trouver une solution intermédiaire. Bon, sachant que ça, c'est si effectivement on nous appelle au dernier moment, parce que sinon, là, j'aurais tendance à vous dire, retenez comme condition de présence la signature de l'ADU et faites-le avant qu'il rentre. Voilà, il y a aussi des moyens, si on s'y prend bien en amont. C'est sûr que quand on nous appelle et on nous dit des fois, j'ai versé ça à mes salariés, il me faut une DU, et là, c'est plus compliqué d'essayer de trouver la solution qui est la plus… Après, voilà. vous avez quand même des solutions qui sont quand même intéressantes. C'est-à-dire quand vous voulez, alors, ce qu'on va parler en pratique, quand on a quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit « moi, je ne veux pas verser à lui parce qu'il vient de rentrer dans l'entreprise » ou « je ne veux pas verser à lui parce que de toute façon, il va partir », dans ce cas-là, on essaye d'adapter pour que le versement se passe après que la personne soit sortie ou que la date de la DU soit signée avant que la personne soit rentrée. Et on essaie toujours d'adapter les choses si on veut résoudre cette problématique-là de manière justement à contourner, parce qu'encore une fois, en pratique, il y a toujours un salarié à qui vous ne voulez pas verser ou à qui vous voulez verser moins. Donc, on essaie de trouver une solution intermédiaire. Mais pour ça, voilà, faut le savoir un petit peu en amont. C'est vrai que c'est plus simple du coup d'essayer de coller au mieux, en tout cas à votre souhait. N'hésitez pas à nous appeler en amont. Oui. Et après, dernier point où on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on souhaitait en parler quand même. Et finalement, je rebondis sur ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire éviter
d'aller sur trop de critères parce que parfois, c'est surtout se compliquer la vie. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que finalement, oui, hein, on nous a rajouté encore un critère. On se dit, c'est super, on a plein de possibilités. Pour autant, on a quand même quelques critères où on se rend compte que si on les cumule, ça peut être pénalisant à double titre pour le salarié. Je vais donner un exemple très simple. Je verse une PPV et je me retiens 2 critères. Critères de modulation de la durée du travail, critères de modulation liés à la rémunération. Et j'ai effectivement, au niveau de la durée du travail, je donne, je vous dis une bêtise, 100% effectivement à mes temps complets. Et dès lors que je suis sur du temps partiel, ils n'ont que 50%. La rémunération, je l'analyse sur les 12 derniers mois. On va dire plus de 24 000, effectivement, ils ont 100%. En dessous, ils ont 50%. Et mon salarié touche 2 000 par mois. Et comme il est à temps partiel, on va dire à hauteur de 50% d'un temps complet, là, en fait, sur les 2 critères, il aurait sa prime réduite de moitié. Donc, là encore, on tient à être précis. Au niveau des textes, rien ne vient nous dire que, au regard de l'application des critères, vous ne pouvez pas impacter 2 fois, voire plusieurs fois, un salarié. Ce serait, voilà, juridiquement, rien ne l'interdit. Pour autant, on aurait, nous, tendance à dire que ce serait contestable et que finalement, on n'a pas... On vous conseillerait en tout cas d'éviter d'impacter 2 fois ce salarié. Donc là, en l'occurrence, on vous conseillerait de l'impacter sur la durée du travail. Sa prime serait réduite au titre de la durée du travail, mais de reconstituer son salaire à hauteur d'un temps complet sur le critère de rémunération. Alors attention, ça ne s'applique, la reconstitution que là, on vous conseille sur la rémunération, que si je cumule avec la durée du travail. Bien entendu que si vous ne retenez que le critère de rémunération, aucun souci pour qu'il soit impacté sur ce critère. Là encore, ça va être une étude de « OK, j'ai retenu mes critères ». J'ai appliqué, j'ai mis mes seuils, mes pourcentages, les montants de primes, etc. Par contre, derrière, quand même réfléchir, est-ce que je n'impacte pas finalement mon salarié à plusieurs reprises par rapport à un même élément? Et encore une fois, bien que la loi ne l'interdit pas, on aurait tendance, nous, à le déconseiller. Alors, je rebondis sur la Caroline qui effectivement fait une remarque en disant que l'URSSAF est venu préciser que seul le critère de modulation en fonction des durées de présence pendant l'année écoulée pouvait conduire à l'exclusion d'un salarié de la prime. Alors, c'est ce qui existait précédemment pour la prime Macron, mais à notre connaissance, ça n'a pas été reprécisé là pour la prime PPV. Alors, à moins que Caroline n'hésite pas à prendre la parole si tu avais une précision de l'URSSAF récente, en tout cas, nous, on ne l'a pas vu passer. Et du coup, après, tu nous dis l'absence de versement aux salariés rentrés début janvier dans l'exemple de Mélanie ne paraîtrait donc pas risquée. Bah, en fait, pas vraiment, parce que du coup, là, le salarié, il n'est pas là pour les 12 mois précédents. Même dans le cas où nous, on considère qu'on peut exclure quelqu'un qui est absent sur les 12 mois précédents, Il est bien là, ma condition de présence. il est quand même là, la condition de présence, en fait. Donc, c'est quand même malgré tout quelque chose qui aurait mérité d'être précisé par le boss, un minimum. Ouais, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, en fait, j'ai consulté, alors ça devait être dans le, je sais plus dans quoi, mais peut-être bien sur Elnet peut-être. Et en fait, il y avait eu effectivement un article qui précisait que l'URSSAF avait apporté des réponses à des questions et c'était, a priori, c'est la rédaction sociale de Lefebvre Dallos qui a interrogé la Caisse nationale de l'URSSAF et qui a obtenu les réponses qu'elle a donc publiées dans son... Alors, je pense que c'est sur les éditions législatives. Ok. Alors, on verra ça après, il faut voir effectivement dans quelle mesure ça a une valeur opposable, entre guillemets, ces échanges. Alors, on va avancer parce qu'il y a d'autres sujets qu'on veut aborder et effectivement, le temps passe vite. Donc, on va avancer sur le sujet et finir avec la prime PPV. Du coup, donc rapidement au niveau du formalisme. Donc, comme l'a dit précédemment Sarah, c'est au choix de l'employeur. Accord collectif conclu donc comme un accord d'intéressement ou DU. On rappelle bien une seule PPV par année civile. Donc, elle peut être versée plusieurs fois. Sarah vous l'a dit déjà tout à l'heure. Donc, ça veut dire un acte juridique. Donc, un exemple aussi concret parce que ça, c'est typiquement le genre de question qu'on a eu. Par exemple, vous versez 500 € de prime PPV en janvier 2023. Vous rédigez une DU à ce titre et vous vous dites, vous revenez vers nous en juin 2023 et vous dites, bah, c'était une bonne année, les salariés travaillent bien, l'activité tourne bien. En fait, j'aimerais reverser 500 € à mes salariés. C'est possible. Par contre, vous ne pouvez pas faire une nouvelle DUE ni un nouvel accord. Ça va être un avenant à votre accord ou un avenant à votre DUE. Et dans ce cas-là, vigilance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, OK, on a déjà versé à telle date 500 €, on verse 500 € complémentaires, mais ces 500 € sont versés sur la base des conditions et des modalités fixées dans votre DU initiale.
C'est-à-dire que votre condition de présence reste celle fixée dans votre DU initial et vos critères de modulation, s'il y en avait, restent les mêmes que dans votre DU initial. Donc, par exemple, un salarié qui est sorti en mai 2023, il bénéficierait également, selon les critères ensuite de modulation retenus, mais de cette prime, de ce complément de prime, dès lors qu'il remplissait bien la condition de présence qui était du coup en janvier 2023. Ça, c'est un petit point de vigilance. L'ADU n'a pas à être déposée, mais elle doit faire l'objet, donc comme l'a dit Sarah précédemment, d'une consultation préalable du CSE. Avant, c'était juste une information, aujourd'hui, information-consultation, ou à défaut de CSE, d'une information des salariés. Donc là, comme l'a dit Sarah, information par tout moyen, on privilégie la liste d'émargement et également, on vous conseille, si vous n'avez pas de CSE parce que vous êtes couvert par un procès-verbal de carence, de faire également une liste d'émargement auprès des salariés. Là, on vous rappelle également, attention de bien être à jour de vos obligations en matière de CSE. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une obligation de consultation du CSE. Donc, si vous remplissez les conditions d'effectif, mais que vous ne l'avez pas mis en place, il y a un risque pour nous de redressement et que l'ensemble des sommes soient soumis à cotisation et que vous ne puissiez pas bénéficier des exonérations qui s'attachent au dispositif. Au niveau des bénéficiaires de la prime, donc j'ai déjà fait un point dessus, impossibilité d'exclure un salarié au regard des critères de modulation, sauf s'il y a dépassement d'un plafond de rémunération. Effectivement, dans votre DU ou votre accord, vous pouvez fixer un plafond de rémunération au-delà duquel le salarié ne bénéficie pas de la prime PPV, ou si le salarié ne remplit pas la condition de présence, comme on l'a vu précédemment, qui peut être fixée soit la date de versement de la PPV, la date de signature de la DU ou date de dépôt de l'accord. On rappelle également que les apprentis et les intérimaires doivent également bénéficier de la prime PPV, donc, mais pas les stagiaires ou les mandataires sociaux. Alors, mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail. Il y a eu une question tout à l'heure, effectivement. J'ai lu, je crois, je ne vois pas l'intégralité, mais... Donc voilà, au niveau des intérimaires, pensez-y bien, ça veut dire qu'un intérimaire qui fait 4 sociétés dans l'année, avec 4 sociétés qui versent une PPV, s'il remplit les conditions de présence, etc., il aura 4 PPV, et si sa boîte d'intérim en verse une aussi, il pourra également en bénéficier s'il remplit les conditions. Alors, sachant qu'en principe, ce n'est pas bien évidemment vous qui versez, c'est la boîte d'intérim qui verse un intérimaire, mais c'est vous qui verserez dans la rémunération de l'entreprise d'intérim, effectivement. Et dernier point qu'on souhaitait rappeler, parce que quand même, il ne faut pas l'oublier, là encore, s'applique à ce dispositif le principe de non-substitution. Donc, c'est-à-dire que la prime PPV ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou tout usage dans l'entreprise. Et on fait cette vérification notamment sur les 12 derniers mois. Alors, juste en 30 secondes, dites-vous que malgré tout, il y a des points, ce n'est pas si simple que ça de mettre en place la prime PPV, il y a quand même pas mal de pièges à éviter. Bien évidemment, on est là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci, ou dans les bureaux qui vous suivent, mais ça reste un dispositif très intéressant. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire qu'on veut récompenser ses salariés. Alors, il y a un aspect collectif, il y a quand même pas mal de critères de modulation, beaucoup plus que pour l'intéressement, où il y a plus de conditions à respecter. Là, on a quand même 5 critères de modulation et le moyen de récompenser ses salariés en modulant selon les salariés de manière assez simple. Donc, ça reste un dispositif très intéressant, encore en 2023, grâce à l'exonération d'impôts et de CSG. Un peu moins intéressant à partir de 2024, puisqu'il n'y aura plus d'exonération d'impôts, plus d'exonération de CSG, CRDS. Donc, ça vaut la peine, effectivement, de s'y pencher pour 2023 pour intéresser vos salariés ou récompenser vos salariés. Alors, rapidement, sur les autres mesures sociales en faveur du pouvoir d'achat qui avaient été mises en œuvre et les précisions ont été apportées, il y avait la monétisation des JRTT. Le but, c'est de vulgariser un petit peu ce que ça veut dire, parce qu'on a l'impression que monétiser les JRTT, c'est permettre de payer n'importe quel jour de repos. En fait, non, ça concerne finalement assez peu de jours de repos. Ça concerne que les journées ou demi-journées de repos, alors certes acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, en application d'un accord d'aménagement du temps de travail, mais ce n'est pas des accords de modulation ou annualisation, parce qu'il faut bien créer pour nous des journées ou demi-journées de RTT. C'est les fameux accords où on passait de 39 à 35 heures en restant à 39 heures, mais en octroyant 23, 24 ou 26 jours de RTT par an. Ou c'est les accords, notamment supplétifs, les régimes supplétifs avec attribution de journées de RTT pour réduire la moyenne de temps de travail. Donc finalement, ça concerne assez peu de personnes. On a bien précisé que le forfait jour n'est pas concerné, puisqu'il y a déjà un dispositif légal qui existe. Toutes les journées déposées sur le CET, ça n'est pas concerné non plus, puisqu'il y a un dispositif légal qui existe. On ne peut pas payer des journées de repos compensateurs de remplacement. Vous savez, les majorations qui ne sont pas payées, mais effectivement, on les donne en repos. Bien évidemment, ni les contreparties obligatoires en repos quand on dépasse le contingent, puisque ça n'a pas le droit d'être payé, sauf au terme du contrat, le cas échéant. Et toutes les journées ou demi-journées de repos soldées à l'occasion du solde de tout compte,
bien évidemment, ne bénéficient pas, parce que c'est dû du régime d'exonération. Donc, c'est quand même un dispositif qui paraît intéressant, mais qui finalement concerne assez peu de monde, puisque les fameuses RTT ne concernent pas la majorité des entreprises. En tout cas, sous cette forme-là. Après, si vous êtes concerné, tous les employeurs et salariés sont concernés, à partir du moment où, bien évidemment, des RTT sont mis en place et les salariés en bénéficient. C'est pourquoi pas plusieurs fois par an, mais vous avez le choix de refuser. Ce n'est pas un droit pour le salarié, il a le droit de demander, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Et puis, effectivement, les avantages, c'est le même régime d'exonération pour les heures supplémentaires, dans la limite, en termes d'exonération d'impôt, de 7 500 € par an. Hein. Effectivement, cumulable. Donc, ça ne s'impute pas. L'avantage aussi des jours monétisés, c'est que ça ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Parce qu'on pourrait se dire, autant payer les heures en heures sup. Oui, effectivement. Sauf que là, on a quand même cet avantage de non imputer ces heures payées, ces RTT non pris, sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. On a une petite question sur la PPV. Quel intérêt de PPV après le 1er janvier 2024? C'est l'exonération de cotisations sociales, patronales et salariales qui reste. Voilà. Simplement, ce qui diffère entre 2023 et 2024, c'est le régime fiscal de faveur, c'est l'imposition. Mais au-delà de ça, c'est toujours exonéré de charges sociales. Ce que je disais, ça sera moins intéressant, mais ça restera intéressant, bien évidemment. Parce que surtout que l'impôt, c'est le salarié qui le paye. Donc vous donnez une prime. Aussi. Vous donnez une prime que vous ne payez pas en net, et après le salarié sera peut-être impacté sur son impôt, mais seulement ça. On est quand même dans une actualité des mesures sociales en faveur du pouvoir d'achat. Donc effectivement, donner une prime PPV l'année prochaine, ça sera moins intéressant pour le salarié à partir du moment où, à minima, il paiera la CSG, et s'il est imposable, il paiera de l'impôt. Donc effectivement, ça sera moins intéressant. Ça ne vous coûtera pas plus cher, vous, mais ça sera moins intéressant pour le salarié. Toujours dans les mesures de pouvoir d'achat, Sarah va nous parler des frais de transport domicile lieu de travail, autre incitation à récompenser ses salariés en exonération. Donc, ce sont des frais qui sont engagés par le salarié pour rejoindre son travail depuis son domicile ou inversement. Alors, il y a deux modalités de prise en charge. Il y a une prise en charge qui est obligatoire, qui est celle des transports en commun, et une qui n'est que facultative, qui est la prise en charge des frais de carburant liés à l'utilisation du véhicule pour se rendre et revenir sur son lieu de travail. Donc, la première, elle concerne donc les frais de transport public. Ce n'est pas une nouveauté, hein, ça a toujours été pris en charge à hauteur de 50% du prix de l'abonnement. C'est une obligation, puisque l'employeur est tenu de prendre en charge 50% de l'abonnement, même s'il y en a plusieurs. Par exemple, si vous êtes obligé de prendre le train plus le tram, qui sont deux organismes différents, vous serez obligé de prendre 50% des deux abonnements. À savoir que cette obligation, elle ne s'impose que pour les abonnements, ce qui signifie que si votre salarié achète un ticket simple, vous n'êtes pas obligé de le rembourser. L'abonnement, il peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel. Il s'agit donc du trajet qui sépare la résidence habituelle du lieu de travail. On entend résidence habituelle, la résidence où loge le salarié pendant les jours travaillés. S'il a une résidence à Paris et une résidence en province, mais que tous les jours il revient à sa résidence parisienne, eh bien ce trajet débutera à compter de la résidence parisienne. À noter que pour les mi-temps, en principe, ils sont traités de la même manière que les temps complets, donc 50%, sauf si leur temps de travail est inférieur à un mi-temps. Et dans ces conditions-là, on proratisera la prise en charge par rapport à un mi-temps. Peut-être à l'essentiel des nouvelles mesures. Tout ça pour dire que du coup, désormais, le taux de 50% de prise en charge pourra être porté à 75% par l'employeur. Et ce sera exonéré donc de charges sociales, patronales et salariales dans ces conditions-là. Il y a une autre solution, donc c'est ce dont on a parlé, c'est les frais de transport personnels qui peuvent être faits de deux manières. Donc là, on utilise son propre véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Avant, pour être remboursé, on était obligé de répondre à une des conditions suivantes. Résidence habituelle en dehors de la région Île-de-France et le fait de ne pas avoir de transport en commun sur son lieu de résidence, ou alors l'utilisation indispensable compte tenu des conditions de travail. Si vous travaillez de nuit, il est évident qu'il y a peu de chances que vous puissiez repartir avec un transport en commun. Donc, dans ces conditions-là, on pouvait prendre en charge les frais de transport domicile-travail et être exonéré
de cette prise en charge. À noter que cette prise en charge, elle était de 200 € jusqu'à maintenant pour les frais de carburant et désormais, elle est portée à 400 € pour l'année 2022 et 2023. À noter que cette prise en charge peut être portée à 800 € lorsqu'elle est cumulée avec un forfait mobilité durable. Le forfait mobilité durable, c'est lorsque vous donnez une prime à votre salarié parce qu'il vient en vélo, parce qu'il prend les transports en commun, parce qu'il vient en trottinette électrique, tout ce qui est considéré comme des moyens de transport dits écologiques. Donc là, ce qu'il faut retenir vraiment sur de la synthèse, hein, c'est qu'on a augmenté la possibilité de prendre en charge les types d'abonnements de transport public jusqu'à 75%, et on a effectivement permis de prendre en charge une somme plus importante annuellement pour les frais de carburant pour la majorité de nos salariés, c'est leur cas, hein, ils ont peu encore des voitures électriques ou hybrides, avec effectivement plus ces conditions de justifier que j'habite dans un trou paumé où je ne peux pas prendre de transport en commun. Donc ça, c'est quand même du plus aussi, alors qu'avant, c'était plutôt un frein, parce qu'il fallait regarder où la personne habitait, parce que si elle habitait dans un réseau de transport en commun, on ne pouvait pas lui donner, donc c'était un peu compliqué, c'était beaucoup de temps à passer, ce qui décourageait pas mal, en tout cas, nous, des retours qu'on a vus de nos clients. C'est des mesures qui sont dérogatoires hein, pour le fait qu'on ne répond pas. Question, je crois, non, il n'y a pas de distance de limite de Non, il n'y a pas de distance. Non. De toute façon, comme c'est plafonné, j'ai envie de dire, mais dans l'absolu, il y a une jurisprudence sur les transports en commun. Sur les transports en commun, il y a une jurisprudence, quelqu'un qui avait été habité Paris et qui avait eu gain de cause pour qu'on lui rembourse la moitié de son train. Parce que ce n'est pas une provenance personnelle. Paris-Reims ou Paris-Rouen, je ne sais plus où c'était. Enfin, voilà. Donc c'était malgré tout pris en charge, malgré le montant. Donc, si on accorde une prime, il va falloir mettre en place soit un accord d'entreprise, un accord d'inter-entreprise, ou un accord de branche, et à défaut, une décision. Il faudra un document qui relate le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prime pour qu'elle soit effectivement exonérée. Tout en sachant qu'il est également possible d'opter, comme je l'ai vu sur les questions, pour l'indemnité kilométrique également. À savoir qu'il y a une règle de cumul qui s'ajoute, puisqu'on peut très bien demander à bénéficier de l'indemnisation des frais de transport en commun et du forfait mobilité durable dans la limite de 600 € par an, jusqu'en 2021, jusqu'à maintenant, et par mesure d'incitation. Désormais, cette limite, elle est portée à 800 € pour l'année 2022. Et il s'agit donc d'une mesure qui est devenue pérenne. Ça veut dire que ça ne compte pas que pour 2022 ou 2023. C'est pour une durée indéterminée pour l'instant. Après, à voir si ces mesures perdureront après 2023. Voilà. Hein, ça pourra faire l'objet effectivement d'autres dispositifs légaux. Effectivement. On va s'intéresser rapidement également au titre de restaurant. C'est ce qui permet donc à l'employeur de participer aux frais de restauration de ses salariés au moyen d'un titre restaurant qui peut être dématérialisé ou en papier. Jusqu'à maintenant, eh bien, les salariés ne pouvaient s'en servir que pour un aliment qui est consommable immédiatement. Donc, on ne pouvait pas cuire, etc. Désormais, cette chose a changé puisqu'on peut désormais acheter des produits non directement consommables. Donc, on peut aller faire ses courses avec, ce qui permet de gagner un peu de pouvoir d'achat lorsque l'on fait ses courses. À noter également qu'il y a une limite d'exonération puisque le législateur a permis que l'employeur doit prendre 50 à 60% de la valeur nominale du titre. Donc sur un titre de 10 €, il doit prendre en charge 5 à 6 € dans une limite maximale d'exonération patronale. Et cette limite d'exonération, elle a été portée au 1er septembre 2022 et cette limite est restée pour janvier 2023 à 6,50 €. Ce qui signifie que le plafond journalier d'un titre restaurant, désormais, peut être élevé jusqu'à 10,83 € si on prend seulement 50% du ticket restaurant ou 13 € lorsqu'on prend 60% de la valeur du ticket restaurant. À noter également que le plafond d'utilisation journalier a été relevé à 25 € alors qu'il s'agissait de 19 € avant le 1er octobre 2022. Alors, juste, il y a des questions. Hein. Le salarié peut-il toujours être au frais réel sur son IR? Alors, en fait l'option frais réel sur alors, on n'est pas des fiscalistes, hein, sera fonction effectivement de la prise en charge ou pas des indemnités de transport domicile lieu de travail. Hein, bien évidemment, on ne peut pas gagner partout.
Et dans le secteur du BTP, pour les salariés optant pour l'abattement de 10%, il me semble qu'ils ne peuvent pas en bénéficier. Alors, s'ils peuvent bénéficier des titres restaurants, je pense que ça concerne les titres restaurants, ils peuvent en bénéficier. Simplement, la part patronale, elle étant limitée à 6,50 €, forcément, et que l'obligation dans le bâtiment pour les paniers est supérieure à ce montant-là. Là, je n'ai pas l'actualisation, et en plus, ça dépend des régions. Prime carburant. Ah, prime carburant, pardon. Il y avait effectivement une disposition en sur la fait, prime carburant. tout va dépendre, en fait. Tout va dépendre de ce qu'on va remettre dans le. Sachant qu'en plus, l'abattement de 10%, c'est un autre sujet qui est en train d'être supprimé progressivement, avec des conditions qui sont dérogatoires pour le bâtiment. Donc, ça, c'est. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas trop le temps, mais c'est un cas particulier. Donc, on y reviendra. On prendra le temps de répondre aux différentes questions, on ne peut pas aller trop loin. Je crois que c'est Corinne, de toute façon. Oui, donc on reviendra, mais on peut revenir dans le fil de la conversation pour que ça intéresse tout le monde. On va revenir donc sur l'indemnité de repas qui est considérée comme un frais professionnel dès lors qu'il répond à des conditions bien précises, c'est-à-dire lorsque la personne est en déplacement sur un chantier ou lorsque ses conditions de travail l'obligent à devoir avoir une indemnisation de ses frais de repas. Donc ces frais, s'ils peuvent verser soit au réel, ça veut dire que l'employeur rembourse en fonction du ticket restaurant qui lui sera communiqué, mais qu'il peut également le rembourser en fonction d'une allocation forfaitaire. Cette allocation, eh bien, elle a des limites d'exonération qui dépendent qu'il s'agisse d'un déplacement simple, d'un déplacement sur un chantier, ou alors du fait que le salarié soit obligé de prendre son repas au restaurant compte tenu d'un usage dans la profession. Donc, ces limites ont été réévaluées au 1er septembre 2022. Elles ont été revalorisées de 4%. Toujours est-il que le 1er janvier 2023, elles n'ont pas fait l'objet d'une augmentation comme c'est prévu habituellement, puisque ces limites, normalement, sont évaluées chaque année au 1er janvier. Mais là, comme elles ont été réévaluées en pleine année 2022, donc 2 fois sur l'année 2022, l'URSSAF n'a pas trouvé utile, visiblement, de revaloriser une seconde fois ces montants d'exonération ou de charges sociales. Ensuite, on voulait également refaire un point sur 2 notions. Alors, tout d'abord, l'élargissement du bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés. Donc, effectivement, depuis le 1er octobre 2022, ils bénéficient de cette déduction forfaitaire et elle s'élève à hauteur de 50 centimes par heure supplémentaire. On voulait aussi vous rappeler qu'il y a des dispositions depuis le décret du 26 décembre 2022 qui permettent de faciliter la conclusion d'un accord d'intéressement. Donc, effectivement, l'accord d'intéressement peut être conclu par DU dans les entreprises entre 11 et 50 salariés en cas de carence de CSE ou en cas d'échec des négociations. Donc, avant, la DU était uniquement envisageable pour les entreprises de moins de 11 salariés. Et quand on dit en cas d'échec des négociations, attention, vous devez être en mesure de justifier que vous avez bien tenté la négociation et donc justifier d'un procès-verbal de désaccord le cas échéant. Possibilité de conclure des accords d'intéressement d'une durée de 1 à 5 ans contre 1 à 3 ans précédemment. Et enfin, suppression de la procédure de contrôle par la DRITS. Il n'y a que l'URSSAF qui contrôle désormais. Donc plus de souplesse, on va dire. Mais il y a quand même, il y a toujours des conditions malgré tout à respecter, hein, bien évidemment. Autre point également d'actualité, c'est la prolongation du dispositif d'aide exceptionnelle à l'alternance. Donc, en effet, un décret du 30 décembre 2022 prévoit 2 manières d'obtenir une aide de 6 000 € pour l'embauche d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de professionnalisation. Donc, ces 2 aides sont les suivantes. Il y a l'aide unique et l'aide exceptionnelle. On va voir rapidement à quoi correspond chaque aide et surtout, ce qu'il faut rappeler dans un premier temps, c'est qu'elles ne sont pas cumulables. L'aide unique pour les contrats d'apprentissage qui ouvre droit donc est désormais versée au titre de la première année du contrat. Avant, elle était versée sur 3 ans. Cette aide unique, elle concerne les diplômes équivalents au bac pour les entreprises donc de moins de 250 salariés. Une aide exceptionnelle pour les autres contrats d'apprentissage, donc ceux qui ne sont pas visés par l'aide unique, et sous condition pour les contrats de professionnalisation conclus avec des jeunes de moins de 30 ans et au titre des contrats conclus en 2023.
Et donc, un communiqué de presse du ministère du Travail en date du 6 janvier 2023 est venu nous dire que ce dispositif serait prolongé jusqu'au terme du quinquennat en cours. Donc ça, point à valider malgré tout. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, notamment pour l'aide exceptionnelle, bon, ce n'est pas la majorité des clients, mais il faut savoir qu'il y a des quotas à respecter en termes de contrats d'apprentissage embauchés au sein de la structure, etc. Voilà, des notions supplémentaires qui viennent s'ajouter. Mais c'est important de le savoir et ça peut aussi aider et pousser notamment à avoir recours à ce type de contrat. Permettre l'embauche de jeunes. De jeunes. Également. C'est moi encore. Excusez-moi. Donc, deux autres points également, enfin 3 points du moins, qu'on voulait partager avec vous. L'exonération totale ou partielle selon que la borne soit installée sur le lieu de travail ou au domicile du salarié de l'avantage en nature recharge électrique du véhicule mis à disposition par l'employeur pour ses déplacements privés. Donc, normalement, ce dispositif, il était applicable jusqu'au 31 décembre 2022. Il a donc été prolongé pour 2 ans. Donc, normalement, il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2024. Et il a aujourd'hui été un petit peu modifié dans le sens où il va différer selon que la borne mise à disposition du salarié est installée sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail. Donc, si elle est installée sur le lieu de travail, effectivement, il y a une exonération. Si elle est installée, par exemple, au domicile du salarié, ça va dépendre si le salarié peut continuer de bénéficier de la borne à la fin de son contrat de travail ou non. Si à la fin du contrat, il ne peut plus bénéficier de la borne, dans ce cas-là, c'est exonéré. À défaut, c'est exonéré dans la limite de 50%. Donc voilà, les petites modifications. Ensuite, il y a la revalorisation des indemnités versées au titre du télétravail. Le télétravail, grand sujet aussi, et mesure qui peut aussi, malgré tout, fidéliser vos salariés au sein de vos structures et qui est devenu un enjeu dans certaines structures, même, notamment depuis la crise sanitaire. Donc, il faut savoir qu'elles ont été revalorisées à hauteur de 2,60 contre 2,50 euros. Là, on parle de l'indemnité journalière. Et donc, c'est aujourd'hui une limite de 57,20 euros par mois contre 55 euros précédemment. Il y a une question, est-ce qu'il est obligatoire de revaloriser les indemnités de télétravail? Non, il n'est pas obligatoire, puisqu'en fait, encore une fois, c'est des plafonds. C'est des plafonds de sommes nettes exonérées que l'URSSAF accepte que soit versé en exonération de charges au titre du télétravail. Bien évidemment, vous pouvez fixer un montant inférieur, tout en sachant que si le salarié, ça c'est de droit, de manière générale, qu'il engendre plus de frais au titre du télétravail, vous pourriez être tenu de lui verser plus. Mais là, il faudrait si c'est des frais professionnels, si c'est bien qualifié de frais professionnels dans l'intérêt de l'entreprise, il pourrait effectivement demander la différence, notamment si il prouve qu'il a dû installer une Wi-Fi plus puissante ou j'en sais rien, effectivement. Des fois, l'encre, ou aménager, ou parce que le chauffage coûte plus cher, voilà, donc il pourrait tout à fait. Mais en tout cas, le forfait a cet avantage de permettre d'éviter tout redressement sur ce principe-là, puisqu'il n'y a pas de preuve à apporter. Le simple fait d'être en télétravail permet de donner cette indemnité. C'est un petit plus aussi qu'on peut donner aux salariés en exonération de charges et d'impôts. Et autre point donc, très important, Christophe, ça fait partie du panel. Donc, on vous informe de l'exonération des bons d'achat. Il y a des mesures dérogatoires qui ont été mises en place pour la Coupe du Monde de rugby 2023 et pour les Jeux Olympiques 2024. Je ne suis pas sponsorisé par l'un ou l'autre. Qui se déroule en France. Mais ça fait partie effectivement d'un dispositif. Voilà, avec un rehaussement du plafond à hauteur de 25% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile, soit 917 € en 2023. Donc, voilà. Important de rappeler, parce qu'en parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle les fameux bons cadeaux on revient, sur lesquels on ne revient pas, mais qui aussi font l'objet d'une tolérance de l'URSSAF dans une limite bien inférieure. Ça peut être des récompenses ou ça peut être effectivement des choses à apporter aux salariés. Pour finir, effectivement, quelques petites choses sur lesquelles on voulait revenir pour être complet sur les actualités de cette fin d'année 2022 et début 2023. Rappeler que de par la loi de financement de sécurité sociale, il y a un maintien de salaire Covid-19 qui existe toujours, mais uniquement pour les salariés qui sont positifs au Covid. On a supprimé en fait tous les cas contacts, les gardes d'enfants, etc. Ça ne s'applique plus. Donc effectivement, il y a toujours cette prolongation du dispositif dérogatoire. C'est un salarié qui est positif au Covid peut bénéficier du maintien de salaire immédiatement, sans carence, que ce soit pour la Sécu ou pour le maintien de salaire légal. Donc ça, c'est aussi un dispositif effectivement qui perdure dans le temps. On a tendance à oublier que le Covid a existé, mais il est toujours présent. Autre point sur lequel on a juste voulu faire un petit focus, et on restera à votre disposition pour échanger sur la question, vous avez dû en entendre parler, la fameuse présomption de démission qui a été mise en place par une loi en décembre dernier. Alors, sachant qu'il y a un décret qui est en attente, qui ne permet pas pour l'instant d'appliquer le dispositif,
La question, c'est de faire très attention à cette présomption de démission. D'abord parce que ce n'est qu'une présomption. Je rappelle le dispositif, hein, c'est-à-dire en fait aujourd'hui, un salarié qui ne vient plus travailler, un employeur pourrait considérer qu'il est présumé démissionnaire, alors qu'aujourd'hui, la loi, la jurisprudence a toujours considéré qu'une démission doit être claire et non équivoque, c'est-à-dire elle doit être explicite, écrite. Donc là, le législateur a fait une innovation hein, qui nous semble un peu dangereuse, un peu aventureuse, parce que, encore une fois, le salarié qui ne vient plus travailler peut avoir plein de raisons pour ne pas venir travailler. Ce n'est pas forcément un abandon de poste fautif. Et en tout cas, il peut prouver, par exemple, il peut apporter toute preuve contraire que l'employeur, entre guillemets, est complice. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des licenciements, entre guillemets, pour abandon de poste? À notre sens, juridiquement, oui, mais il faudra effectivement être prudent et peut-être densifier la lettre de licenciement, aller sur d'autres motifs que le simple fait que le salarié ne vienne plus travailler. On va peut-être invoquer la désorganisation apportée, peut-être pourquoi pas, si on doit s'arranger avec un salarié pour licencier, aller sur d'autres terrains, par exemple, faire constater par huissier que le salarié n'est pas présent ou ne veut pas travailler. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il va falloir un petit peu s'appuyer. Mais on est très créatif, donc on arrivera toujours à trouver une solution pour contourner ce dispositif qui est clairement un dispositif pro-Pôle emploi, hein, pour éviter effectivement de payer des indemnités chômage. Notre inquiétude, elle est plus là-dessus, c'est-à-dire si je licencie pour abandon de poste, malgré cette mesure légale, lorsqu'elle sera applicable, lorsque le décret sera paru, est-ce que le salarié ne serait pas susceptible d'avoir un refus d'indemnisation par Pôle emploi? Ça, l'expérience nous le dira. Donc, attention à ce dispositif, c'est vraiment un focus qu'on voulait faire là-dessus pour vous dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans les médias, ce n'est pas aussi simple d'appliquer cette présomption de démission. Enfin, 10 secondes sur, vous avez dû en entendre parler, vos DE prévoyance et santé, la mise en conformité devait être faite au 31 décembre 2022. Vous voyez, si c'est à jour, ça c'est en vue de vos contrôles URSSAF. Et puis, les catégories aussi qui doivent être mises à jour dans les DU et dans les contrats, concernant notamment les fameux articles 4, 4 bis, 36 qui ne devraient plus exister. Hein. On ne devrait plus y faire référence d'ici le 1er janvier 2025. On passe vite, mais n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a d'autres questions. Là, c'est aussi très spécifique, mais c'est quand même 2 points très importants en matière de branche professionnelle. La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, notamment dans le bâtiment, on a quand même beaucoup de clients concernés, bâtiment, propriété, transport. Il y avait une réforme qui disait qu'à partir du 1er janvier 2023, il fallait justifier de frais réellement engagés pour en bénéficier. Ça concerne aussi les VRP. Dans ces secteurs BTP, transport et propreté, il y a une dérogation. On n'a pas effectivement à justifier de frais réellement engagés. On n'a pas à justifier chaque année du choix du salarié lorsque c'est mis en place par décision unilatérale de l'employeur. Et dans ces secteurs d'ailleurs, ça va petit à petit et progressivement être supprimé, l'abattement forfaitaire pour frais professionnels. Sachant qu'en plus, quand on fait le calcul, ce n'est pas toujours si intéressant que ça de moins cotiser à la retraite pour effectivement, au moins cotiser tout court, mais en particulier à la retraite, sous condition d'avoir effectivement un net plus important. Et puis, pour ceux qui sont concernés, il y a une nouvelle convention collective dans la métallurgie qui s'appliquera le 1er janvier 2024, assez complexe et assez dense. Et tout ce qui est dispositif prévoyance est déjà applicable le 1er janvier 2023, ce qui a fait l'objet, pour ceux que ça intéresse, d'un paramétrage spécifique au niveau de notre logiciel de paye. Je finirai sur quelques titres, bien évidemment, qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui pourraient faire l'objet, bien évidemment, à votre demande, pourquoi pas, de webinaires spécifiques. Mélanie en a parlé, le télétravail, c'est un sujet d'actualité en termes de fidélisation, de levier pour intéresser vos salariés, effectivement. Bien évidemment, quand le travail le permet, on parlait du bâtiment, le télétravail dans le bâtiment, ça va être plus compliqué. Mais dans beaucoup de secteurs d'activité, ça peut être une solution intermédiaire pour intéresser vos salariés, pour diminuer leurs coûts et frais de transport, pour diminuer le stress, pour voilà, une meilleure effectivité de l'emploi. Mais ça ne se met pas en place comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Il y a un dispositif juridique qu'il faut respecter avec des conditions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. L'aménagement du temps de travail, RTT, CET, semaine de 4 jours, c'est aussi, là c'est plus des mesures RH qui d'un point de vue juridique, ont leur intérêt aussi pour fidéliser ou attirer des salariés. Le fait d'avoir des RTT, il y a le dispositif de monétisation, on en a parlé. La semaine de 4 jours, on en parle de plus en plus. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça? Oui, effectivement, c'est un dispositif qui est de plus en plus au bout du jour, mais qui va forcément nécessiter de travailler plus sur les 4 jours en question, et qui est juridiquement possible, contrairement à ce qu'on pense.
La retraite progressive, alors ça c'est pour nos salariés âgés dans le cadre d'une réforme des retraites qui est en cours, se dire, oh là là, comment je vais garder mes salariés jusqu'à 64 ans. Le dispositif de retraite progressive, c'est un dispositif assez méconnu qui est peu utilisé, mais qui peut être intéressant et qui ne pourra de toute façon pas se faire sans vous, employeur. Augmentation de salaire, versement de primes. Alors bien évidemment, c'est des questions en ce moment qui sont beaucoup posées par vous parce qu'on est dans un contexte inflationniste et qu'il y a une forte demande, une forte revalorisation des branches. Là aussi, il y a des stratégies effectivement à adopter sur lesquelles on est fréquemment interrogé, donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Il y a toujours un mix à trouver entre les primes et les augmentations de salaire. Les heures supplémentaires complémentaires, il y a des dispositifs d'exonération, ce n'est pas inintéressant quand on peut en faire, bien sûr, hein, le but c'est pas d'en faire quand il n'y a pas de travail. Épargne salariale, supplément d'intéressement ou de participation, ça c'est pas nouveau, mais c'est des choses auxquelles il faut penser quand on veut intéresser ses salariés dans un dispositif d'exonération de charges et d'impôts, avec bien évidemment un plan d'épargne. Et puis les classiques, titres restaurants, chèques vacances, on a parlé des titres restaurants avec Sarah tout à l'heure, ça aussi c'est des dispositifs bons cadeaux qui peuvent permettre de récompenser vos salariés en exonération. Encore une fois, ce n'est pas notre volonté qui manque, mais on aimerait échanger sur ces sujets-là. Il faudrait plus qu'1 heure et on est bien évidemment ouvert à refaire ce type de webinaire sur des sujets plus spécifiques comme ceux qu'on vient de citer ou même revenir sur les sujets déjà évoqués aujourd'hui. Alors, je prends juste les dernières questions qui nous ont été posées. Hein. Semaine de 4 jours possible pour certains salariés et pas pour d'autres. DE maintenant one-to-one. Bon, alors ce serait d'y répondre comme ça, c'est pas si simple. Mais en principe, effectivement, si on s'en tient à des dispositifs d'aménagement du temps de travail, on raisonne plus souvent par service. Sinon, il faut le faire contractuellement, hein, en respectant un principe d'égalité, bien évidemment. Et puis, mais on peut revenir sur ces sujets-là pour savoir comment on met en place, plus particulièrement, on peut le faire par DUE ou par contrat. Et puis, sur aide financière possible de l'entreprise pour un salarié qui doit passer son permis de conduire, bon, ça, il faut voir effectivement si on ne rentre pas dans un dispositif d'avantage en espèces. Donc là, c'est un peu du cas par cas. Hein. Donc, là aussi, il faut faire attention à faire des avantages individuels à certains salariés. L'entreprise peut y avoir intérêt, mais il y a de la jurisprudence sur chacun des sujets. Là, il faudrait creuser pour voir s'il y aurait moyen de contourner un éventuel avantage en espèces pour le faire en exonération. Mais je vous rappelle, la définition de l'avantage en espèces ou l'avantage en nature, c'est faire finalement une économie aux salariés ou donner un avantage financier aux salariés qu'il n'aurait pas eu sans l'entreprise et qui lui est utile pour lui personnellement. Sauf que là, passer le permis, ça va lui être utile dans le cadre de sa vie personnelle. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Si on n'a pas été complet sur certaines questions, parce que malheureusement, le temps nous était compté, on reviendra sur le webinaire et on y répondra de manière un peu plus précise, de manière à ce qu'il y ait des traces de nos réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser maintenant ou à nous faire des retours a posteriori via vos collaborateurs, via les collaborateurs FCN qui vous suivent habituellement, ou nous directement à la direction générale. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. Oui, la présentation sera communiquée effectivement par notre service communication à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Tout à fait. Alors, j'ai une question. Peut-on revenir brièvement sur l'exonération portée à 917 € pour les JO et le rugby? Comme quoi, oui, ça intéresse. On pourra vous faire passer effectivement la petite note qui a été publiée par l'URSSAF à ce sujet. Ce sera plus explicite pour savoir comment en bénéficier. Mais en fait, c'est un bon cadeau, sauf que là, c'est spécifique à l'attribution de places pour ces événements-là, puisque ce sont des événements, comme disait Mélanie, qui ont lieu en France. Et on peut avoir cette exonération dans ces limites assez importantes pour aider les salariés à en bénéficier et en exonération de charges. Donc, on fera passer dans le fil de la conversation la petite note URSSAF qui est parue. Ce sera plus simple. Sur la PPV et le congé parental. Alors, on a une position. PPV chez une salariée absente des 12 derniers mois pour congé parental. Nous, on aurait tendance à dire qu'on n'impacterait pas avec le congé parental. Alors, c'est une position de notre service. Juridiquement, rien ne vient nous dire
que effectivement vous ne pouvez pas impacter la salariée au regard du congé parental. Mais nous, en tout cas, notre position au sein de la Sur la durée de SPL, présence. ouais. Sur la durée de présence, ça fait partie des temps qui doivent être pris en compte. Ah oui, de On peut toute pas les façon, pardon, exclure. durée de présence. C'est plus dans peut-être les sur la rémunérations, rémunération. Voilà, pardon. oui. Oui, Sur la c'était durée de correct. présence, on doit le prendre en compte, on ne peut pas déduire. Par contre, sur la rémunération, Même sur la rémunération, oui, c'est ça. Nous, on conseille de... voilà. On pourrait le déduire, là, pour le coup. Bah, nous, on avait dit qu'on le ferait pas. Bah, si on prend la durée de présence avec, Le cumul ouais, de critères. voilà. Donc, Oui. si on cumule des critères, comme on l'a dit tout à l'heure, on prendrait que, effectivement, on le déduirait pour la rémunération si on n'a pas déduit pour la durée de présence. Après, si on prend que le critère de la rémunération, on en tiendrait Oui, compte. que le C'est critère. vraiment du cas par cas. Oui, c'est pas si simple. hein. Voilà. Il faut voir en fonction de ce que vous souhaitez faire et éventuellement, je pense qu'on ne peut pas répondre. Mais là aussi, Madame Fournier, s'il y a besoin d'échanger, aucun souci. Directement, aucun souci. Voilà, on a essayé d'être complet. On est des grandes bouches, hein, donc on parle beaucoup, mais aussi parce qu'on est passionné par nos sujets. Donc, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous, vers les collaborateurs qui vous suivent. Et on vous souhaite, s'il n'y a pas d'autres questions, une excellente journée et on essaiera rapidement de refaire ce type d'événement pour permettre d'échanger avec nous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Excellente Bonne journée. journée.